podcast. La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 4e épisode, Marie et Augustin Sinclair. Avec le concours de Nathalie Nerval, Renaud Marie, François Darbon, Liliane Vichenet, Catherine Lecouet, Monique Mélinon, Jenny Alpha, Robert Liensol. Réalisation, Henri Soubeyran. Le steamer qui emporte l'oncle Tom, acheté par le marchand Daniel Haley à M. Shelby, glisse sur le Mississippi en direction de la Nouvelle-Orléans. Les recommandations de M. Shelby ont produit leur effet. Haley, d'ailleurs, a déjà pu juger de la douceur et du caractère inoffensif de l'oncle Tom et lui permet d'aller et de venir à sa guise sur le bateau. Parmi les passagers, il y a un jeune gentleman, noble et riche, qui porte le nom de Sinclair. Il a avec lui sa fille de 5 à 6 ans sous la surveillance d'une cousine de Sinclair que le père a engagée à venir s'installer avec eux dans leur résidence du Sud. Tom avait souvent remarqué la petite fille. Comment s'appelle la jeune demoiselle? Évangeline Sinclair. Mais papa et tout le monde m'appelle Eva. Et vous, comment vous nommez-vous? Mon nom est Tom. Mais les petits-enfants du Kentucky avaient l'habitude de m'appeler l'oncle Tom. Alors, moi aussi je vais vous appeler l'oncle Tom. Parce que, voyez-vous, je vous aime bien. Où allez-vous, oncle Tom? Je ne sais pas, Miss Eva. Comment? Vous ne savez pas? Non. On va me vendre à quelqu'un, sans doute. Mais je ne sais pas à qui. On va vous vendre? Oui. Mais, alors, papa pourrait vous acheter? Ah? Je vais le lui demander. Voulez-vous, oncle Tom? C'est-à-dire que... Vous seriez bien heureux chez nous. En somme, Monsieur Haley, toutes les qualités morales et chrétiennes reliées en maroquin noir. Combien en voulez-vous? Eh bien, si j'en demandais 1300 $, je ne ferais que rentrer dans mes frais, en vérité. En vérité. Mais enfin, pour me faire plaisir, vous me le laisseriez bien pour ce prix-là. Ah, ma foi, la jeune demoiselle est si gentille, elle en a tellement envie. Eh bien, rien que pour l'obliger, voyez donc si vous ne pourriez pas me le faire un peu meilleur marché, hein? Le meilleur marché, vous l'avez vu? Il est fort comme un cheval, et puis c'est un nègre intelligent. Alors, vous feriez bien de rabattre 200 $ pour son intelligence. On sait bien que les nègres intelligents vous font des tours du diable, volent des chevaux et décampent facilement. Attention, monsieur, je reconnais que vous avez raison, mais pas avec lui. Pas avec son caractère. Je peux vous montrer des recommandations écrites par son ancien maître qui vous prouveront que c'est un homme vraiment pieux. Plein de religion, humble. Dans l'endroit d'où il vient, on l'appelait le prédicateur. Le prédicateur, en vérité. Mais je pourrais peut-être alors en faire un chapelain pour ma famille. Il y a très peu de religion chez moi parmi mes gens. Monsieur plaisante. Voyons, qu'est-ce qui vous permet de le garantir comme prédicateur? A-t-il été examiné par un concile, par un synode? Montrez-moi ces papiers. Ouais. Et cette religion m'inquiète. Il y a tant de religions partout qu'on ne sait plus à qui se fier. Ce sont des gens pieux que nous avons comme candidats aux prochaines élections. Et le pays est déjà presque ruiné par les gens pieux. Enfin, bon. Et quel est le prix de la religion sur le marché? Il y a bien longtemps que je n'ai lu les journaux pour voir à combien cela est coté. Vous plaisantez, monsieur Sinclair.
Je vous assure que la piété de Tom est sincère. Écoutez, puisque vous me garantissez cette piété, je vais me permettre un extra. À condition que vous me fassiez inscrire cette piété à mon compte sur le registre de là-haut. Combien? Je ne puis vous garantir cela. Vous raillez, monsieur. Là-haut, chacun a son registre. Dommage. Quand on met le prix pour acheter la religion d'un esclave, il est bien dur de ne pouvoir en trafiquer dans le pays où cette religion a le plus cours. Enfin, voici votre argent. Comptez votre monnaie. Merci, monsieur. Et je signe l'acte de vente. Voici. Voyons. Si j'étais ainsi détaillé et inventorié, je me demande à combien je pourrais monter. Vous n'en avez pas idée? Monsieur. Combien pour la forme de ma tête? Combien pour mon front? Pour mes mains, mes bras, mes jambes, ma poitrine? Vous plaisantez. Combien pour mon éducation, mon savoir, mon talent, mon humilité, ma religion? Monsieur. Mais pour ces derniers articles, pas grand-chose, je crois. Bah. Eva, venez ici. Et vous, Tom, approchez. Vous avez acheté l'oncle Tom, papa? Il est à vous, mignonne. Et maintenant, qu'allez-vous en faire? Un joujou, un cheval de bois? Je veux le rendre heureux, papa. Eh bien, voilà une bonne raison. Papa aime bien se moquer des gens, oncle Tom. Mais il est très bon. Papa vous remercie de cet éloge, jeune fille. L'équipage franchit un portail voûté et pénétra dans une cour entourée de bâtiments carrés. C'était une cour à la mauresque, dont l'intérieur révélait un goût raffiné. De larges galeries aux minces colonnes ornementées d'arabesques couraient tout autour. Au centre, une fontaine de marbre, où s'ébattaient des centaines de poissons d'or et d'argent. Autour de la fontaine était ménagée une promenade pavée de mosaïques. Le gazon recommençait après doux comme un tapis de velours vert. De grands orangers y versaient leur ombre et leur parfum. Enfin, rangés en cercle au bord du gazon, les vases de marbre sculptés contenaient les plus précieuses fleurs des tropiques, grenadiers aux fleurs de feu, jasmin d'Arabie aux fleurs sombres, géranium, rosier luxuriant, jasmin jaune et verveine, confondant leur éclat et leur parfum, tandis que çà et là, un vieil aloès, regardant du haut de sa grandeur toute cette végétation passagère, semblait un enchanteur des temps passés. En un mot, c'était, idéal d'un luxe romantique, la demeure de la famille Sinclair. N'est-ce pas qu'elle est belle, ma maison, Miss Ophélia? Oui, l'endroit est très joli. Eh bien, mon garçon, cette demeure vous conviendra-t-elle? Oui, monsieur. Alors, entrons. Maman chérie, maman. Oh, c'est assez, mon enfant. Prenez garde, ne criez pas ainsi, vous allez me donner mal à la tête. Venez, Tom. Bonjour, Marie. Bonjour, mon ami. Voyez, je vous amène enfin un cocher. Il est aussi sobre qu'il est noir. Et il vous conduira comme un corbillard, si vous le voulez. Ah, vous ne direz plus maintenant que je ne pense pas à vous quand je suis parti. Je suis sûre qu'il boira, tous les cochers boivent. Ah, on me l'a garanti comme une marchandise pieuse et sobre. Nous verrons. Chère cousine Ophélia, voyez comme est Sinclair, il vous fait passer après son cocher. Avez-vous fait bon voyage? Excellent, ma cousine. Vous êtes resté bien longtemps absent, Sinclair.
15 jours de plus que prévu. Allons, Marie, dites quelque chose d'aimable. Oh, que puis-je vous dire? J'ai eu la migraine toute la journée. Ils ont fait tant de bruit depuis votre arrivée que je suis à moitié morte. Vous êtes sujette à la migraine, madame? Vous voulez dire que j'en souffre comme une martyre? Je vous préparerai des infusions de genévrier. C'est excellent pour la migraine. Voyez, Marie, voici l'aurore de vos jours dorés. Notre cousine, femme pratique, va décharger vos épaules du poids des soucis ménagers. Vous êtes la bienvenue, cousine. Vous vous apercevrez bien vite d'une chose, c'est que dans cette maison, ce sont les maîtresses qui sont les esclaves. Allons, Marie, vous avez vos papillons noirs ce matin. Vous savez bien que cela n'est pas vrai. Mamie, par exemple, n'est-elle pas le meilleur des êtres? Que feriez-vous sans elle? Oui, elle est très bien. Et pourtant, comme tous les gens de couleur, elle est extrêmement égoïste. Mamie égoïste? N'est-ce point de l'égoïsme que d'avoir le sommeil si pesant? Elle sait que j'ai besoin de petites attentions, presque à chaque instant du jour et de la nuit quand j'ai mes crises. Eh bien, il est très difficile de la réveiller. Enfin, n'a-t-elle pas veillé près de vous toutes ces dernières nuits? Qui vous a dit cela? Elle s'est donc plainte? Mais non, elle ne s'est pas plainte. En arrivant, elle m'a seulement dit combien vous aviez eu de mauvaises nuits, presque sans répit. Eh bien, si mamie avait pour moi l'intérêt qu'elle devrait avoir, elle veillerait plus aisément. Maman, ne pourrais-je pas vous veiller une nuit? Seulement une nuit. Mamie pourrait ainsi se reposer. Quelle folie! Quelle folie, mon enfant! Mon Dieu, quelle étrange créature vous êtes! Je voudrais, cousine, pouvoir montrer la garde-robe de mamie à vos domestiques du Nord. Soie, mousseline, véritable batiste. J'ai quelquefois passé les après-midi entières à lui arranger des chapeaux, des robes. Mais non, les meilleurs sont égoïstes aujourd'hui. Il est vrai que c'est bien notre faute s'ils se conduisent comme des enfants gâtés. Je l'ai tant répété à Saint-Clar que j'en suis fatiguée. Ce sont eux, d'ailleurs, qui, plus que tout le reste, sont cause de ma mauvaise santé. Allons, mesdames, je vous laisse. Je vais faire le tour du propriétaire. Viens-tu, Eva? Nous allons voir les chevaux et ensuite nous ferons une petite tartine. Vous voyez comme est Saint-Clar, cousine. Il ne me comprend pas. Il rit toujours quand je fais la moindre allusion à mes mots. Il ne saura jamais ce que j'ai souffert depuis des années, si encore je me plaignais. Non, c'est une erreur de traiter les esclaves comme des fleurs exotiques ou comme des porcelaines de Chine. C'est même tout à fait ridicule. C'est un des points sur lesquels nous différons, Saint-Clar et moi. Il ne vous en a rien dit? Mon Dieu, non, cousine. Voyez-vous, lorsque j'ai épousé Saint-Clar, je lui ai apporté mon bien et mes esclaves. Je devrais avoir le droit de les traiter à ma guise, de même que Saint-Clar traite les siens. Eh bien non, il a décidé une fois pour toutes que pas un coup ne serait donné dans cette maison à quelque esclave que ce soit, et quoi qu'il arrive, à moins que ce ne soit de sa main ou de la mienne. Imaginez où cela nous mène. Lui, on lui marcherait sur le corps qu'il ne lèverait pas le petit doigt. Et moi, comment pourrait-on me demander un tel effort? Aussi font-ils tout ce qu'ils veulent. Grâce au ciel, nous n'avons pas tous ces problèmes dans le Vernon. Eh bien, cousine, si vous restez, vous ferez ici votre apprentissage. Vous n'avez pas idée des tours que ces gens-là sont capables de vous jouer à chaque instant du jour et de la nuit, et des épreuves qu'ils vous feront subir. Et il sera inutile de vous plaindre à Saint-Clar. Il prétend que c'est nous qui les avons fait ce qu'ils sont, et qu'il serait cruel et injuste de les punir. Enfin, il prétend qu'à leur place, nous ne ferions pas mieux qu'eux. Vous voyez le beau raisonnement. Comme si on pouvait raisonner de ces gens-là à nous. Vous ne pensez pas, cousine, que Dieu ait pu les faire du même sang que nous? Assurément non. Que me dites-vous là, cousine? Le même sang que nous, cette race dégradée. Vous ne pensez pas non plus qu'ils aient des âmes immortelles? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Non, ils ont sans doute des âmes. Immortelles, je ne dis pas, peut-être. Mais pour ce qui est de comparer leurs âmes avec les nôtres, non, c'est impossible. Saint-Clar a bien prétendu, mais que ne prétend-il pas? Il a bien prétendu que séparer mamie de son mari et de ses enfants, comme j'ai été obligée de le faire en venant ici, c'était la même chose que si l'on me séparait de lui et d'Eva. Pour moi, j'estime qu'il y a une différence. C'est comme si l'on prétendait que mamie aime ces petits souillons de négrillon comme j'aime mon Eva.
Savez-vous que Sinclair voulait m'obliger de renvoyer mamie? C'était un peu fort. Même pour moi, qui ne montre pas souvent mes sentiments, j'ai pour principe de tout souffrir en silence. Mais cette fois-là, je ne me suis pas laissé faire. Enfin, cousine, vous voyez quel gouvernement vous prenez. Une maison sans règles où les esclaves sont les maîtres. Vous verrez bientôt qu'il n'y a pas moyen de vous en tirer sans sévérité. Ah, si je n'étais pas si faible, j'aurais gouverné avec 2 fois plus d'énergie que Sinclair. Si seulement il avait accepté de faire comme les autres. Mais quoi donc, cousine? Mais d'en envoyer de temps en temps quelques-uns à la calebasse, ou dans quelques lieux où l'on fouette les nègres. C'est le seul moyen, vous verrez. Ils sont si méchants, si trompeurs, si paresseux. Ah, toujours la même et vieille chanson. Quel terrible compte auront un jour à rendre ces misérables, surtout pour leur paresse. Vous raillez, Sinclair. Moi, Dieu m'en garde, j'appuyais vos remarques, Marie. Cela ne vous fatiguera-t-il pas si je joue quelque chose en sourdine? Non, non, cher. Jouez. Vous semblez songeuse et bien sombre, cousine. Je pense, cousine, que vous autres, possesseurs d'esclaves, vous avez une terrible responsabilité que je ne voudrais assumer pour rien au monde. Et quelle est votre opinion, cousine? Vous devez élever vos esclaves. Vous devez les traiter comme des créatures raisonnables, comme des âmes immortelles, dont vous aurez à rendre compte un jour au tribunal de Dieu. Telle est mon opinion. Cousine, vous avez parlé d'or. Je ne vous en estime que davantage. Moi, je ne vois pas du tout l'utilité de l'observation de notre cousine. Qu'on me montre au monde des gens qui fassent plus que nous pour leurs esclaves. Qu'on me les montre. Leur parler? Je leur ai parlé à m'en fatiguer. Leur enseigner leurs devoirs? Je l'ai fait. Tout, enfin. Ils peuvent aller à l'église comme ils veulent. Mais comme ils ne peuvent rien comprendre du sermon, c'est bien inutile. J'ai essayé, cousine Ophélia. J'ai essayé de les élever. Et vous, non. Et je suis née. J'ai été élevée au milieu d'eux. Je les connais. N'est-ce pas Shakespeare qui a dit « Il me serait plus facile d'apprendre à 20 personnes ce qu'il est bien de faire que d'être moi-même une des 20 personnes qui pratiqueraient mes maximes. » Oh, Sinclair, vous êtes fatigant. Et puis cessez de jouer, cela me fait mal à la tête. Ah bon? La petite Eva avait prié son père d'attacher l'esclave à son service particulier. Tom reçut donc l'ordre de tout quitter pour le service d'Eva chaque fois qu'elle le réclamerait. Tom était ravi. Dans son habit de drap bien net, coiffé d'un chapeau de castor, chaussé de bottes luisantes, avec un col et des manchettes irréprochables, et avec sa bienveillante face noire, il semblait assez respectable pour occuper le siège épiscopal de Carthage qu'obtinrent autrefois des gens de sa couleur. Il habitait un charmant séjour, considération à laquelle sa race sensible n'est pas indifférente. Il jouissait avec un bonheur tranquille des oiseaux, des fleurs, des fontaines, des parfums, de la lumière même et de la beauté de la cour, des rideaux de soie, des peintures, des lustres, des statuettes, des dorures, qui faisaient à ses yeux de la demeure Sainte-Clare un véritable palais d'Aladin. Si l'Afrique ne doit jamais produire une race cultivée et civilisée, et le temps viendra où l'Afrique tiendra son rang dans cette marche incessante du progrès humain, la vie s'éveillera là, avec une splendeur et une magnificence inconnues à nos froides tribus de l'Ouest. Oui, dans cette terre mystique de l'or, des perles, des épices ardentes, des palmiers ondoyants, des fleurs merveilleuses et de la fertilité sans bornes, l'art produira des formes nouvelles et la magnificence saura revêtir un éclat nouveau. La race nègre, qui ne sera plus alors méprisée et foulée aux pieds, produira sans doute la dernière et la plus superbe manifestation de la vie humaine. Oui, dans leur douceur, dans leur humble docilité de cœur,
dans leur aptitude à se confier à un esprit supérieur et à s'en remettre au pouvoir d'en haut, dans la simplicité enfantine de leur affection, dans leur oubli des injures reçues, ils réaliseront dans sa forme la plus élevée la véritable vie chrétienne. Dieu châtie ceux qu'il aime. Il a choisi la pauvre Afrique, dans cette fournaise de l'affliction, pour la placer au premier rang, en ce royaume suprême qu'il établira, quand tout autre royaume aura été jugé et détruit. Car les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Étaient-ce là les idées qui préoccupaient Madame de Saint-Clar le matin d'un certain dimanche au retour de l'office, quand elle se tenait debout, magnifiquement parée sur le perron de son palais, un bracelet de diamants sur son mince poignet? Eh bien, cousin, vous n'êtes pas venu à l'office? Vous m'excuserez de ne pas vous avoir accompagné, cousine, mais je n'y vais jamais. Saint-Clar n'a pas la moindre religion, Ophélia. Je lui ai dit 100 fois que c'était très inconvenant. Inconvenant, c'est le mot, car vous autres, mesdames, n'allez à l'église que pour apprendre à faire votre chemin dans le monde. Votre piété est un vernis. Saint-Clar, je ne vous permets pas. Si j'allais à l'église, moi, je voudrais aller au temple de Mamie. Au moins, y resterais-je éveillé. Quoi, chez ces braillards de méthodistes? Quelle horreur! Ah, c'est certes autre chose que la mère morte de vos églises. Croyez-moi, c'est trop demander à un homme que de le conduire là. Il y a de quoi périr d'ennui. Et quel était le programme de l'église aujourd'hui? Le docteur a fait un magnifique sermon. Un de ceux que vous devriez entendre. Ah. Il exprimait exactement toutes mes idées. Dans ce cas, le déplacement était inutile. J'entends toutes mes idées sur la société. Il avait pris pour base de son sermon « Il a fait toutes choses belles dans leur saison ». Et il a montré comment toutes les classes, toutes les distinctions sociales venaient de Dieu. Il a très bien montré qu'il était convenable et juste qu'il y eut des petits et des grands, que les uns étaient nés pour commander et les autres pour obéir. Il a si bien répondu à toutes les objections que l'on fait maintenant à l'esclavage. Vraiment, Saint-Clar, il est dommage que vous ne l'eussiez point entendu. Il a prouvé que la Bible était évidemment de notre côté. Dieu merci, mon journal était plus édifiant et de plus, j'ai fumé un excellent cigare, ce que je n'aurais pu faire à l'église. Mais est-ce que vous ne partagez pas les opinions de ma cousine? Moi, vous savez, je ne suis qu'un pauvre pécheur que la grâce n'a pas touché. Le côté religieux de ces choses-là me trouve parfaitement indifférent. Mais en vérité, si je devais parler sur la question de l'esclavage, je dirais... Nous sommes pour l'esclavage. Nous l'avons, nous le gardons. C'est dans notre intérêt, et voilà tout. Et je crois que tout le monde me comprendrait. En vérité, Augustin, vous ne respectez plus rien. Je suis révoltée de vous entendre parler ainsi. Ma chère Marie, si je vous révolte, dites-moi, pourquoi ne poussez-vous pas plus loin les explications religieuses? Que voulez-vous dire? Pourquoi ne pas prouver qu'il est beau en sa saison de boire un coup de trop, de rester un peu tard à jouer aux cartes et de se livrer à une foule d'autres distractions que la Providence nous ménage? Je serais enchanté d'entendre prouver que cela aussi est beau en sa saison. Enfin, monsieur mon cousin, êtes-vous pour ou contre l'esclavage? Terrible question. Dans votre Nouvelle-Angleterre, vous avez une si affreuse logique. Je sais bien que si je réponds à cette question, vous allez m'en faire 10 autres de plus en plus difficiles. Je ne tiens pas à m'enferrer. Merci bien. Je passe ma vie à jeter des cailloux dans les vitres de mes voisins. Je me garderais bien de faire mettre des vitres chez moi. Voilà comme il est. Ne discutez pas avec lui, cousine Ophélia, il est insaisissable. Et cela parce qu'il n'a pas de religion. De la religion. Appelez-vous de la religion ce que vous allez entendre au temple. Appelez-vous de la religion cette doctrine qui tantôt courbe l'échine et tantôt la redresse, qui suit tous les caprices d'une société égoïste et mondaine. De la religion cette absence de scrupules, de générosité et de justice. Non. Non, si je voulais voir de la religion, je ne regarderais pas au-dessous de moi, mais au-dessus. Alors vous ne croyez pas que la Bible justifie l'esclavage? Écoutez, la Bible était le livre de ma mère. Elle a vécu et elle est morte avec ce livre. Il me serait triste de penser qu'il en fût ainsi. C'est comme si on me disait que ma mère buvait de l'eau-de-vie, chiquait du tabac et jurait pour me prouver que j'ai raison d'en faire autant. Non, je n'aurais pas plus raison pour cela, et cela me priverait du bonheur de respecter ma mère. Et c'est un bonheur, vous savez, c'est un bonheur d'avoir en ce monde quelqu'un que l'on puisse respecter. Vous voyez donc bien que ce qu'il faut, c'est que chaque chose soit à sa place. L'édifice social, en Europe comme en Amérique,
est composée d'éléments qui supporteraient difficilement la critique d'un examen sévère. On ne vise nulle part au bien absolu, on se contente de ne pas faire plus mal que les autres. Maintenant, qu'on vienne me dire, l'esclavage nous est nécessaire, nous ne pouvons pas nous en passer, il nous le faut, ou bien nous sommes réduits à la mendicité, voilà qui est positif, clair et net et honorable comme la vérité. Mais que l'on vienne avec une mine allongée et hypocrite me citer l'Écriture, non, non, non. Jamais je n'approuverai cela. Vous n'avez pas de charité. À présent, mettons que le prix du coton baisse de jour en jour et fasse des esclaves une propriété qui se donne sur le marché. Ne pensez-vous pas que nous aurons aussitôt une toute autre explication de l'Écriture ? Quel flot de lumière tout d'un coup dans l'Église! Et comme il sera vite démontré que la raison et la Bible veulent tout autre chose. En tout cas, moi, je suis enchantée d'être née du temps de l'esclavage. Et je crois que c'est une bonne chose. Et à coup sûr, je ne pourrais pas m'en passer. En quelques jours, Miss Ophélia eut réformé la maison. Mais ses efforts dans tout ce qui réclamait la coopération des domestiques étaient pareils à ceux de Sisyphe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Toute espèce de choses, Mrs. Oh, en effet. Et dans celui-ci, une nappe damassée toute tachée de sang. Mrs, c'est pour... Oh, ne me dites pas que vous vous servez du linge de table pour envelopper la viande. Je n'avais plus de serviettes, Mrs. Oh. Et dans celui-ci, une râpe avec des noix de muscade, un livre de cantiques, de la laine, du tricot, un tabac, une pipe, des pétards, 2 sauciers dorés pleins de quoi? De pommade. Mon Dieu, quelle horreur. De vieux souliers, une flanelle, des aiguilles à tricoter et des oignons blancs. Ah, c'est du propre. Mrs. Où mettez-vous les muscades? Partout, Mrs. Là. Et aussi dans la râpe. Je les ai mises ce matin. J'aime avoir tout sous la main, Mrs. Et vous mettez votre pommade dans les sauciers. J'étais pressée. J'ai tant à faire, Mrs. Je l'aurais retiré un de ces jours. Et tout ce linge sale. C'est pour le faire laver un de ces jours. Mais que fait-il avec la vaisselle propre? Et j'aimerais que Mrs. ne touche pas à tout cela. Je ne vais plus rien retrouver dans ma cuisine. Où mettez-vous le linge sale? Dans ce bahut? Non, ne l'ouvrez pas, Mrs. Mon Dieu. Vous n'avez pas fait la vaisselle depuis quand? Mrs. Vous allez commencer par laver toute la vaisselle. Laver la vaisselle? Mais qu'est-ce que les dames connaissent bien cela? Quand est-ce que je préparais mon dîner si je passe mon temps à faire la vaisselle? Et ces oignons, que font-ils là? Mon Dieu, Seigneur Jésus! Mon Dieu, Missy, je ne vais plus rien retrouver. Il ne faut pas des journées entières pour réparer tous les dégâts que vous me faites dans ma cuisine. Oh, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mrs, je ne veux pas que les dames se mêlent de mes affaires et les mettent à des places où je ne pourrai pas les trouver. C'est ce que nous allons voir. Oh, mon Dieu. Oh! Augustin. Oui, Augustin, je crois qu'il est impossible d'apprendre l'ordre à vos gens. comme c'est vrai, Je n'ai jamais vu tant de désordre, tant de gaspillage, tant de confusion. c'est certain. Oh, vous ne le prendriez pas aussi calmement si vous étiez chargé de tenir la maison. Chère cousine, vous n'avez donc pas encore compris que nous autres maîtres étions divisés en 2 classes, les oppresseurs et les opprimés? Puisque nous sommes bons et que nous détestons d'être sévères, il faut bien nous soumettre à toutes sortes d'inconvénients. Et puisque nous voulons entretenir dans nos maisons une bande de sacripants, il faut bien que nous en subissions les conséquences. Mais n'avoir à ce point ni l'ordre, ni le temps, ni la place de rien. Oh, êtes-vous jamais descendu dans vos cuisines, mon cousin? C'est une chose incroyable. D'abord, ma chère Vermont, vous autres, gens du pôle Nord, vous faites du temps un cas vraiment ridicule. Quant à la régularité de vie, qu'importe que le déjeuner soit prêt 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard, lorsqu'on n'a rien à faire. Et si Dinah crée du chaos les festins qu'elle nous prépare, épargnez-moi de voir les préparatifs, je n'oserais sans doute plus goûter de rien. Mais Augustin, vous n'avez aucune idée de l'état dans lequel j'ai trouvé les choses. Le rouleau à pâtisserie sous son lit. Oui. Une râpe dans sa poche, avec son tabac. Autant de sucriers qu'il y a de trous dans les murs. Le linge de table qui enveloppe les viandes et qui sert pour essuyer la vaisselle. Oui, je sais tout cela. Mais la merveille, c'est qu'elle me fait des dîners superbes. Il faut juger Dinah comme les généraux et les hommes d'État, sur le succès. Oh, et le gaspillage, la dépense.
Sont-ils réellement honnêtes? Je me le demande. Ah, c'est trop fort. Honnête. Mais pourquoi le serait-il? Qu'avons-nous fait pour qu'il le soit? Dites. Oh, il me semble que c'est à vous que vous devriez poser cette question. Voyez-vous, depuis le sein de leur mère, ils savent qu'ils ne peuvent arriver que par des voies clandestines. La ruse, le mensonge sont leurs seules ressources. Et aussi bien avec leurs parents, leurs maîtres et les enfants de leurs maîtres. C'est inévitable. On ne peut rien attendre d'autre d'un esclave. On ne peut pas le punir pour cela. On le maintient dans une sorte de demi-enfance qui l'empêche toujours de comprendre que le bien de son maître n'est pas le sien. Je ne vois vraiment pas, pour ma part, comment les esclaves pourraient être honnêtes. Un individu comme Tom est un véritable miracle moral. Bon, mais mettons de côté pour l'instant nos préjugés respectifs et allons dîner, chère cousine. Je ne sais pas si Dinah fait le café dans une râpe ou avec des feuilles de tabac, mais ce qui est sûr, c'est que son café est une merveille. Oh, cousin! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est encore? On ne peut plus boire son café tranquille. C'est abominable, c'est horrible. Eh bien, cousine Ophélia, de quelle iniquité venez-vous encore d'être témoin? Oh, la vieille prue! Eh bien, elle est ivre, une fois de plus. C'est horrible. Mais quoi donc? Ils l'ont fouetté jusqu'à la mort. Ses maîtres l'ont tué au fond d'une cave. C'est ce qui provoque les lamentations de vos gens. Mais cela devait finir par arriver. Comment c'est tout ce que vous trouvez à dire? On assassine quelqu'un! On ne peut pas empêcher les gens de se détruire. Il est bien question d'elle, cousin. Ce sont ses maîtres qui l'ont fouettée à mort. C'était une voleuse et une ivrogne. Est-ce une raison pour la tuer? N'avez-vous pas des magistrats? Quelqu'un qui puisse intervenir dans de telles circonstances? On pense généralement que l'intérêt de la propriété doit suffire en de telles matières. Mais Augustin, c'est affreux! Ma chère cousine, si je l'avais pu, je l'aurais empêché, mais je ne pouvais l'empêcher. Et toute intervention aurait été inutile. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est de fermer les yeux et les oreilles et de laisser aller les choses. Laissez aller les choses. Fermez les yeux et les oreilles. Vous le pouvez. Eh bien, moi, je ne puis en prendre mon parti. C'est abominable à vous, Augustin, de défendre un tel système. Comment le défendre? Qui a dit que je le défends? Oui, vous le défendez, vous et tous les habitants du Sud. Pourquoi avez-vous des esclaves? Êtes-vous assez naïf pour penser que personne ne fait en ce monde que ce qu'il croit bon? Vous-même, n'avez-vous jamais fait de choses qui vous aient semblé mal? Je m'en suis repenti. N'avez-vous pas continué, même après vous être repenti? Seulement quand j'étais fortement tentée. Eh, mais c'est que je le suis diablement, cousine. Voilà bien la difficulté. Du moins, je prenais la résolution de ne plus recommencer. Voilà 2 ans que je prends la résolution et je n'arrive pas à me convertir, cousine. Mais j'aimerais mieux me couper une main que de persévérer dans une conduite que je crois mauvaise. Allons, allons, cousine, ne prenez pas un air aussi terriblement sérieux. Il fait si chaud. Oh, je n'aime pas les sujets graves quand il fait chaud. Avec les moustiques et tout le reste, il est bien difficile de faire de la morale. Oh, vous et votre éternelle légèreté. Il est impossible d'avoir un entretien sérieux avec vous. Vous n'êtes et ne serez toujours qu'un aristocrate fat, vain et décadent. Oh, pardonnez-moi si je vous blesse. Bon. Eh bien, ma cousine, je serai sérieux avec vous au moins une fois. Je commence. Si, par l'effet des événements humains, il arrive qu'il soit nécessaire à un individu de retenir en captivité 2 ou 3 douzaines de ses semblables, un coup d'œil jeté sur la société... Je ne vois pas que vous deveniez plus sérieux. Attendez, vous allez voir. Cousine, sur la question de l'esclavage, il ne peut y avoir qu'une seule opinion. Les planteurs qui profitent de l'esclavage, les ministres qui veulent plaire aux planteurs, les politiques qui veulent gouverner peuvent, tant qu'ils veulent, asservir le langage et assouplir l'éloquence.
Ils peuvent triturer la nature et la Bible. Ni eux, ni le monde, n'y croient. Car enfin, cette maudite institution, quelle est-elle? Dépouillons-la de ses ornements et soumettons-la à l'analyse. Quoi? Parce que mon frère, noir, est ignorant et faible, et que je suis instruit et fort, j'ai le droit de le dépouiller au gré de mon caprice. Ce qui est trop pénible ou trop dégoûtant pour moi, je dirai au noir de le faire. Je n'aime pas travailler, le noir travaillera. Le soleil me brûle, que le noir y cuise. Quoi, cousine, le noir gagnera de l'argent et je le dépenserai. Le noir asséchera les marécages pour que je puisse y passer. Il fera ma volonté tous les jours de sa vie et jamais la sienne. Et il n'aura de chance de gagner le ciel que celle qu'il m'aura plu de lui donner. C'est cela l'esclavage. Et je défie qui que ce soit sur cette terre de lire le code noir et de prétendre qu'il est autre chose que cela. Deuxième point. On parle des abus de l'esclavage. Mensonge. L'esclavage lui-même est l'essence de l'abus. Je vous le déclare, cousine, je me suis dit bien des fois que si ce pays devait s'abîmer dans les entrailles de la terre pour engloutir et dérober à la lumière toutes ses misères et tous ses malheurs, je consentirais volontiers à m'engloutir avec lui. Souvent, quand j'ai vu dans nos campagnes, sur nos bâtiments, ces individus stupides, brutaux, dégoûtants, à qui nos lois permettent de devenir les despotes d'autant d'hommes qu'ils en peuvent acheter, et quand j'ai songé qu'ils étaient les maîtres absolus de femmes, d'enfants, de jeunes filles, j'ai maudit mon pays et j'ai maudit les hommes. Augustin, arrêtez. Je n'en ai jamais entendu autant, même dans le Nord. Le Nord. Allons donc, cousine, vous n'allez pas vous laisser émouvoir par mes paroles. Vous autres gens du Nord, vous avez le sang froid. Et sur un tel sujet, tout ce que l'on peut dire est tellement inutile. J'ai seulement voulu répondre à votre accusation de futilité. Mais... Voyons, où en étions-nous donc Ah oui. Voyez-vous, je ne crois pas que mes sentiments sur l'esclavage me soient particuliers. Je connais beaucoup d'hommes qui, au fond d'eux-mêmes, pensent absolument comme moi. La terre pleure sous l'esclavage. Et s'il fait les esclaves malheureux, il ne fait pas tous les maîtres heureux. Et quelle sera, selon vous, la fin de tout ceci? Je ne sais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, une colère sourde gronde à travers les masses dans le monde entier. Demain ou après-demain ou plus tard retentira un terrible dies-irae. Les mêmes événements se préparent sous des couleurs différentes un peu partout, en Europe, en Angleterre et dans ce pays. Ma mère avait coutume de parler d'un millésime qui approchait et qui verrait le règne du Christ et la liberté et le bonheur de tous les hommes. Quand j'étais enfant, elle m'apprenait à prier pour l'avènement de ce règne. Quelquefois, je songe que ce soupir, ce murmure que l'on entend maintenant parmi les ossements desséchés, prédit le prochain avènement de ce règne. Mais qui pourra vivre le moment où il apparaîtra? Venez. Venez, cousine, c'est l'heure du thé. J'espère maintenant que vous ne direz plus que je n'ai pas parlé sérieusement au moins une fois dans ma vie. C'était La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 4e épisode, Marie et Augustin Saint-Clar. Avec le concours de Nathalie Nerval, Harriet Beecher Stowe, Renaud Marie, Augustin Saint-Clar, François Darbon, Halley, Liliane Vichenet, Évangeline Saint-Clar, Catherine Lequet, Ophélia Saint-Clar, Monique Mélinon, Marie Saint-Clar, Jenny Alpha, Dinah et Robert Liensol dans le rôle de l'oncle Tom. Bruiteur, Robert Maufra. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.